Et donc, c'est notre dernière causerie de cette première journée de la 25e édition du Salon du Livre. Et la thématique, c'est la révolution numérique dans le monde de l'édition, la lecture de demain. Et je vais inviter du coup nos intervenants à se présenter. Donc, on va commencer avec Christian. Qui êtes-vous, Christian? Robert? Christian Robert, éditeur depuis de nombreuses années, accessoirement président de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles qui a créé ce Salon du Livre. Ensuite, je vais inviter Virginie Klesson à se présenter. Oui, donc moi je suis consultante maintenant, spécialisée dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies et l'édition. Et j'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans l'édition, à accompagner toutes les mutations numériques du livre. Et notre dernier intervenant, Christophe Augias. Bonjour, donc, je me présente, je suis Christophe Augias. J'ai longtemps été bibliothécaire et le suis toujours de cœur. Et puis depuis une date plus récente, je suis donc directeur de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc plutôt du côté médiation. Et on a un deuxième modérateur, cette fois-ci, Théo, qui est en ma compagnie. Et c'est Théo, du coup, qui va lancer les hostilités en posant la première question. Vas-y, Théo. J'aimerais en fait commencer par une question un peu générale pour un peu savoir votre avis en fait sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle dans le milieu de l'édition et même en général, votre vision en fait sur ce sujet? Vous pouvez demander à ChatGPT. On va peut-être commencer par le numérique, parce que le numérique et l'édition, c'est une histoire qui commence à être âgée. Je crois que ça commence en 88 avec la PAO, qui portait un nom qui était assez intéressant, en publication assistée par ordinateur. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence, même si on pourra voir après que l'intelligence, c'est aussi une assistance. Donc peut-être commencer par ça. Le numérique dans l'édition, dans le monde de l'imprimerie, c'est 88. La fin de la photogravure, la fin de la photocomposition et le début de l'ordinateur qui aide à fabriquer des livres, des magazines. On intègre des images. C'était un truc qui était incroyable. Ça a tué des métiers, ça en a fait naître d'autres. Donc, globalement, le numérique dans l'édition, c'est quelque chose qui a quasiment 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on produit du numérique, qu'on produit... aujourd'hui, on envoie des fichiers par Internet chez l'imprimeur, ou qu'il soit dans le monde. Donc, le numérique et l'édition, c'est quelque chose qui est quand même ancien. Et j'allais presque dire que l'édition a survécu à ce changement technologique. Voilà, c'est peut-être une juste petite... Après, je vais laisser Virginie parler peut-être directement d'IA. Peut-être pas directement de l'IA, parce qu'en fait, je vais te rejoindre sur cet aspect un peu chronologique pour dire qu'il y a eu beaucoup de moments depuis cette époque dont tu parles, des débuts de la PAO, jusqu'à aujourd'hui, où les éditeurs et le monde du livre s'est beaucoup inquiété. Il y avait sans arrêt des nouvelles raisons de s'inquiéter. Et quand je suis arrivée, moi, vraiment dans le monde professionnel de l'édition, c'était plutôt au début de ce qu'on appelait les e-books, le livre numérique. Et là, c'était plus de l'inquiétude, c'était une véritable panique. Et les premières réunions auxquelles j'ai assisté au syndicat de l'édition à Paris, on ne parlait que de piratage. Donc le livre numérique, c'était synonyme de piratage, de danger, et il n'y avait que de la négativité. Bon, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Tout le monde s'est calmé, tout le monde fait des livres numériques. Rien n'a remplacé ceci, enfin ceci n'a pas remplacé cela. Et voilà, et la vie continue et tout le monde a appris à s'adapter. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais on peut changer de façon de travailler sans que ce soit une catastrophe absolue. Donc les peurs se succèdent les unes aux autres et on s'aperçoit qu'en fait le progrès se fait comme ça, avec des moments de crainte. Et puis, la seule manière d'avancer, c'est de stopper la crainte, de s'approcher des objets, s'approcher de la nouveauté, essayer de comprendre, en se disant aussi que si on ne le fait pas, les choses se feront sans nous. Et qu'en fait, la question... Alors, pour parler de l'intelligence artificielle,
Ben, en fait, l'intelligence artificielle, on a une prise sur ce que ça va devenir. Ça dépend complètement de comment on va l'attraper, de comment les auteurs vont l'attraper, comment les éditeurs vont l'attraper. Et plus on travaille, plus on réfléchit, plus on devient expert, plus on a une chance de décider de notre avenir. J'ai pas grand-chose à rajouter. La question est à la fois large et vous avez un petit peu tout évoqué. Enfin, je pense que effectivement, le phénomène de crainte, on l'a tous vécu, tous constaté. Il a été maintes fois dépassé. On a une juxtaposition de supports. Et là, l'intelligence artificielle, ça questionne d'autres choses parce qu'on arrive sur la création elle-même. Voilà. On avait des problèmes, des inquiétudes sur la diffusion avec le numérique, la copie, sur la survie du livre papier. Là, on a dépassé ça depuis bien longtemps. On est dans un salon qui est essentiellement papier. Et puis, l'intelligence artificielle, par contre, elle pose d'autres questions. Elle ne va pas nous questionner sur le support, elle va nous questionner sur la matière elle-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit envisager, une question à laquelle on ne peut pas répondre. Théo, décidément, je serai le troisième à ne pas répondre à ta question. Mais que simplement, on n'en est qu'au début. Et ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on voit de sa puissance et de sa profondeur, qu'on peut considérer comme insondable, sera sans commune mesure dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je ne trouve pas que vous n'avez pas répondu à la question, puisqu'au final, vous avez parlé de cette peur qui était avec le numérique, qui est venue avec le numérique, et c'est la même avec l'IA en ce moment. Alors, on reste un petit peu encore dans le numérique avant peut-être de passer à l'IA. La peur était également accompagnée de grands espoirs. Bien sûr. Il me semble que Virginie dirigeait la commission numérique du SNE de 2012 par là. Je rappelle quand même que le CNL, le SNE est derrière le ministère de la Culture France, prend la décision en 2012 ou 2013 de soutenir de façon massive les éditeurs pour numériser leurs fonds. Et ça, c'était pas porté par la peur, c'était porté par un espoir de développement d'un marché. Et avec, je me souviens bien parce que j'ai la chance de connaître Virginie depuis quelques années, des espoirs qui étaient même un peu loin de la réalité. On parlait de 15% du marché. Vous comprenez, au Canada, ils sont à 18%. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, et là, je vais peut-être laisser la parole à Virginie, mais de ces 15% d'objectifs et qui ont motivé cette mise de fonds colossale, numériser tous les fonds de tous les éditeurs, c'était énorme. Et après, du reste, s'est épuisé, puis s'est arrêté soudainement. Je ne sais pas, on est à combien aujourd'hui? 4 marché du e-book par rapport au papier. C'est inférieur à 10% et ça dépend beaucoup des secteurs. Voilà, ça dépend des types d'éditions, mais ça n'a jamais dépassé de beaucoup les 10% en France. Et les pays dans lesquels ça a dépassé 10%, c'est parce que le prix unique du livre n'existe pas et que le prix du numérique était très bas. C'était des tactiques pour attirer des lecteurs, leur vendre des devices, les installer un peu prisonniers d'un système. Et donc c'était un engouement artificiel, quoi. Donc au final, nulle part ça n'a remplacé le livre. Oui, alors pour les bibliothèques, la grande question, ça a été est-ce que les bibliothèques vont continuer d'exister ou est-ce qu'on pourra avoir des bibliothèques en accès distant avec des supports numériques? Je crois que la bibliothèque, on en parlera demain. On en parlera demain sur les bibliothèques de demain et l'évolution, etc. Je pense que ça va être... je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Même si on a vu finalement qu'évidemment les bibliothèques sont restées, le livre papier est resté. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'il me semble que la question des supports, elle est centrale. C'est-à-dire que si le livre numérique ne s'est pas plus développé, c'est parce que la révolution n'a pas eu lieu au niveau des supports. C'est-à-dire on a des téléphones portables qui sont révolutionnaires, réellement, mais qui ne sont pas forcément des supports de lecture super, super pratiques. Alors on est obligé d'avoir un deuxième device, un deuxième appareil à côté, qui lui, avec de l'encre électronique, etc., est d'un confort, un confort vraiment top. Les liseuses, du coup. Qui reste en monopage. On ne reproduit pas l'expérience, et puis, bon, ça a ses limites, et on est obligé d'avoir ce deuxième truc. Bon. Donc, je pense que
quand on réussira à fusionner les deux, ou à créer un autre appareil, mais qui sera pour le coup révolutionnaire, que je ne peux pas donc décrire ici, puisque sans quoi je l'aurais créé moi-même, mais et je ne serais pas ici en train de parler, je serais déjà riche aux voilà, Bahamas. je serais probablement quelque part aux Bahamas. Ouais. Et donc, je pense que le support révolutionnaire qui pourrait arriver, qu'on pourra décrire, pourrait peut-être changer la donne au niveau du support papier. Et peut-être que l'expérience du livre, c'est-à-dire avec des pages que l'on tourne, peut tout à fait être reproduite avec des écrans. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui est possible de faire. Peut-être arriverons-nous à quelque chose de similaire, et avec une sorte de livre universel qui pourrait tout télécharger, etc. Donc, et peut-être que ça ne marchera pas du tout. Mais moi, je suis assez déçu des premiers e-books. La différence sur les premiers e-books que j'ai eu en main en 2000, et pour lesquels il fallait fermer toute la maison pour pouvoir lire le truc, je me suis dit, là, on est loin quand même. Et les nouveaux supports, il s'est passé 25 ans. Quand on voit la courbe technologique, c'est pas du tout représentatif de l'évolution technologique. Donc je pense qu'il y a de la marge. Là. Bah, c'est surtout que le papier, vous en parlez, il reste un objectif, puisqu'on a aussi d'autres plateformes aujourd'hui avec les webtoons ou les plateformes d'abonnement sur lesquelles les gens lisent, où au final tout le monde peut produire du contenu dessus à partir du moment qu'on paye quelque chose. Et en général, l'objectif aussi de ce type de roman et de bande dessinée qui fonctionne, c'est d'être édité en version papier. C'est aussi un but et un objectif des auteurs. Ils finissent toujours par atteindre la consécration avec une version papier pour être diffusée à l'international. Donc c'est toujours quelque chose de prestigieux, même dans ceux qui consomment essentiellement du numérique. Je vois tout le temps des adaptations comme quelque chose qui s'appelait Kingdom et qui était une bande dessinée coréenne et qui a fini édité en version papier après plusieurs années de succès sur les plateformes numériques. Donc c'est toujours, on peut pas avoir peur pour le papier pour l'instant en tout cas. Oui, il y a du reste un phénomène qui était inattendu, il me semble, Virginie nous confirmera. On s'est aperçu que les gens qui avaient lu un e-book et qui l'avaient aimé, derrière ils allaient acheter le papier. Pas pour le relire, mais pour avoir l'objet. Pour l'avoir. En fait, c'est plus qu'un objet, c'est une histoire d'appartenance. C'est-à-dire qu'à un moment, ce livre, il est à toi. Ton fichier dans ta liseuse, telle blanche, c'est pas à toi, c'est quelque chose de froid. Alors, je ne sais pas si c'était prévu ça, s'il a tendance à continuer à se confirmer. Bah même les législations sont un peu obscures. En tout cas, par exemple, je ne sais pas pour les livres, mais dans le monde du jeu vidéo, il y a des réglementations qui te disent que ton jeu ne t'appartient, mais bon, sous réserve qu'un jour, s'il l'enlève, il l'enlève aussi de ta plateforme. Tu ne pourras plus en disposer. Donc, s'il y a la même épée de Damoclès pour le livre numérique, c'est vrai que l'appartenance, c'est toujours un peu délicat. Le terme technique, c'est l'attribution de la licence d'un jeu vidéo, mais pas de la propriété. C'est ça, exactement. Je ne pense pas que les e-books soient avec une obsolescence programmée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lire un livre, qu'il soit papier ou numérique, c'est acheter le droit de lire une œuvre. C'est pas de s'approprier l'œuvre, on est bien d'accord. Hein. C'est le débat aujourd'hui, et c'est ce qui aussi alimentait les peurs à l'origine. Est-ce que on peut revendre un livre d'occasion ? C'est vrai qu'il y a débat. C'est-à-dire que oui, mais tu comprends, moi je l'ai acheté 100, je l'ai revendu 50. D'accord. Sauf que l'auteur, il a touché les droits sur la première transaction, pas la deuxième fois. Est-ce qu'on peut donner des livres gratuitement ? Et c'est un débat, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux livres et que c'est vachement bien qu'ils aient des livres gratuits ou des livres d'occasion. Pourtant, et on va peut-être glisser sur l'IA, Théo, enfin là-dessus. Enfin. La problématique, ça reste le droit d'auteur. Oui, et les propriétés intellectuelles. Alors, concernant le e-book, le rapport entre le livre imprimé et le livre numérique, moi je pense qu'il y a quelque chose du côté du livre imprimé, c'est la perfection de l'objet. Et que c'est un objet qui est ancien et qui fait partie des objets finalement très simples et un peu parfaits qu'on n'arrive pas à lâcher parce que voilà, ça marche, on tourne les pages, c'est agréable, on le range dans sa bibliothèque, sur la tranche, on peut on peut le prêter, il a énormément de qualité. Alors on peut se demander pourquoi faire des livres numériques. Les livres numériques permettent de faire des choses différentes.
s'il n'y avait pas de livre numérique, il n'y aurait pas en ligne ces contenus de grande qualité. Et en fait, tout le travail qu'on a essayé de faire dans l'accompagnement de la numérisation des livres, on s'est dit, de toute façon, il va y avoir des livres numériques. Faisons en sorte que ces livres soient bien faits. Faisons en sorte de perfectionner sans arrêt les technologies qui permettent de faire que l'expérience de lecture en numérique soit la plus agréable possible, sachant qu'elle ne sera jamais équivalente à celle du livre, mais que les moins s'accompagnent de plus. Dans un livre numérique, on peut rechercher, on peut faire des recherches automatiques. Le fait qu'il y ait une grande masse de livres numérisés permet de faire des recherches sur des grands corpus. Et une des choses qu'on a faites aussi, en réponse à ce qu'a commencé à faire Google au début des années 2000, c'est-à-dire à numériser dans toutes les bibliothèques du monde, sans autorisation, des livres sous droit, en France, on a eu la chance d'être soutenu par le gouvernement pour pouvoir dire non à Google, les attaquer en justice, gagner le procès et se faire un programme financé par l'argent public en grande partie pour numériser les livres, ce qu'on appelle les livres indisponibles, c'est-à-dire des livres qui sont toujours sous droit d'auteur et qui ne sont plus commercialisés. Parce qu'en fait, tout ce corpus qui correspond à des livres du XXe siècle, grosso modo, on les appelait les indisponibles du XXe siècle, c'était des livres qui étaient des laissés pour compte de la numérisation, sachant que dans les bibliothèques, il y avait des travaux très importants de numérisation qui étaient faits, mais les bibliothèques n'avaient pas le droit de numériser des livres qui étaient sous droit d'auteur, et que les éditeurs ne pouvaient évidemment pas numériser des livres qu'ils n'avaient aucun espoir de vendre quasiment, parce que s'ils étaient plus commercialisés, il y avait des raisons pour ça. Les éditeurs ne peuvent pas commercialiser en permanence toute la totalité de leurs fonds. Et donc on a fait ça, et là on rejoint l'IA, parce qu'en fait, ce que faisait Google à l'époque, un peu naïvement, beaucoup d'éditeurs ont pensé que Google avait envie de vendre des livres, mais Google se fichait éperdument de vendre des livres. Déjà, au début des années 2000, l'intention était de disposer de corpus de grande valeur édités pour entraîner les IA qui déjà existaient. Et on le disait. Et donc maintenant, on dispose de corpus en français numérisés sur lesquels on veille très jalousement, mais qui sera peut-être possible d'exploiter dans un contexte avec une rémunération des ayants droit, etc., pour avoir des contenus de qualité en langue française. Et un des objectifs aussi du livre numérique, c'est de faire en sorte que sur le web, que sur l'Internet, le livre soit présent. Et qu'il soit présent avec ses qualités essentielles, c'est-à-dire comme un objet clos, qu'on peut attribuer à un auteur, dont on sait que le contenu est fiable. Et c'est très important, en fait. C'est très important parce que c'est aussi de mettre les livres là où les gens sont et de donner une accessibilité supplémentaire. Et la dernière chose que fait un livre numérique que ne fait pas un livre imprimé, c'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors ça, si vous discutez avec des gens qui ont fait, par exemple, de l'adaptation pour les aveugles des livres, ou si vous discutez avec des non-voyants ou des malvoyants, vous allez tout à coup réaliser que ces personnes accèdent à moins de... Enfin, ils appellent ça la famine de livres, tellement il y a peu de livres qui sont accessibles pour eux. Et quand ils veulent accéder à un livre, ils sont obligés d'en faire la demande auprès d'une association, d'attendre. Et alors, il y a des lois qui obligent les éditeurs à donner leurs livres pour qu'ils soient adaptés, mais ça implique d'attendre un temps fou avant de disposer des livres. Alors que le livre numérique, si on prend soin de le faire en sorte qu'il soit accessible, et ce n'est pas automatique, ça demande du travail, ça demande par exemple de décrire les images, parce que des livres illustrés... La façon la plus courante de lire un livre quand on est non-voyant ou malvoyant, c'est de le faire lire par une voix de synthèse. Même avant que les voix de synthèse soient beaucoup plus agréables qu'elles ne l'étaient, ces personnes lisaient uniquement de cette manière. Et donc, pour qu'un livre lu de cette manière soit agréable à entendre, il faut qu'il soit fait d'une manière très précise, structuré de la bonne façon pour qu'il soit lisible, enfin, qu'il soit audible,
Et il faut que chaque image soit décrite. Donc ça, c'est des gros chantiers. Et il y a une réglementation européenne maintenant qui oblige les éditeurs qui veulent diffuser en France à ce que leurs livres soient ce qu'on appelle nativement accessibles, c'est-à-dire que le fichier numérique soit conçu pour être adapté directement aux personnes en situation de handicap. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement les personnes qui sont nées comme ça, ni les personnes qui ont eu des accidents, c'est aussi toutes les personnes qui vieillissent, et sachant que la baisse de l'acuité visuelle menace une grande majorité des gens. Plus ils vivent vieux, plus ça peut se produire. Donc ça, c'était un vrai combat, et c'est un vrai avantage du livre numérique auquel on n'a pas été attentif pendant très longtemps et sur lequel on a beaucoup travaillé en France et dans tous les pays d'Europe. Et voilà. Et quand on parle d'accès aux livres, c'est vraiment une dimension, pour moi, qui est très importante. Ouais, le pendant un petit peu à cette hyper-accessibilité, c'est aussi, et je pense aux universitaires, j'en vois un ou deux dans la salle, nous, on a 150 livres en e-book qui sont donc disponibles de partout. Et sur ce qui est SH, Sciences Humaines, c'est Cyberlibris qui nous vend, et ils vendent 2 pages. C'est cette façon qu'ont les chercheurs aujourd'hui d'aller chercher des occurrences et de prendre la page sur laquelle l'occurrence apparaît parce qu'ils ont un travail sur un sujet qui est complètement ailleurs, mais dans ce livre, il y a effectivement 2 pages où tel auteur ou tel voyageur est cité, ce qui nous permet aussi de revenir un petit peu à l'IA et sur le questionnement de, pas que c'était mieux avant, mais sur un global de culture, une culture globale. Autrefois, il fallait scoltiner les bouquins quand même pour trouver les occurrences. Aujourd'hui, tu lis la page, tu n'as rien compris du bouquin, hein, ni même de la pensée de l'auteur. Et c'est aussi les dérives de l'hyper-accessibilité. Hein. Je ne suis pas contre. Si ce n'est que, là on rentre dans de la technique un peu pro, mais pour émettre une facture sur une page qui a été vendue de tel livre, donc 0,001 €, moins la TVA, moins la commission distributeur, on passe plus de temps, c'est-à-dire que la manip pour saisir la facture coûte beaucoup plus cher que ce que cette page va rapporter. Donc c'est aussi à se marcher un peu sur la tête par moment. Mais l'hyper-accessibilité, c'est vachement bien. Mais il y a aussi les travers. Bon, la médiation. En fait, l'hyper-accessibilité, puis le livre lu, c'est-à-dire un livre qui vous est lu par une voix synthétisée qui, comme vous le savez, sont maintenant parfaites, qui ont des intonations parfaites, qui savent très bien appuyer là où il faut appuyer et mettre l'intensité là où elle doit être. On est sur au-delà du handicap. C'est-à-dire que c'est un fabuleux moyen pour tout un chacun et pour des publics non lecteurs de découvrir des œuvres littéraires de fort belle manière, et puis peut-être de venir à la lecture, mais peut-être pas. Peut-être continueront-ils à être des auditeurs de lecture. Et personnellement, ça ne me dérange pas. Je ne devrais pas dire ça, j'étais bibliothécaire, mais en vérité, ce qu'on veut, c'est l'expérience. Voilà. Donc la lecture, l'expérience de lecture d'un livre, hein, de cet objet, etc., c'est quelque chose. L'expérience au niveau auditif, c'est une autre expérience qui a beaucoup marché, je pense, en Australie, par exemple, en Calédonie aussi, mais surtout dans les pays où on passe beaucoup de temps en voiture. Et ces heures de conduite nous permettent d'ingérer des corpus entiers par ce biais-là. Donc je trouve que ça, l'IA, ce qu'elle va apporter, on en parlera aussi demain, je pense, sur les bibliothèques, mais l'IA, ce qu'elle apporte, c'est un renouvellement et une augmentation de l'expérience. Et l'expérience va devenir de plus en plus riche, l'IA pouvant générer, parce que comme son nom l'indique, elle est générative, pouvant générer de l'image, etc. On peut imaginer de l'illustration, etc. Même générer en direct, en live, sur un livre qui n'est pas à l'origine illustré. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment apporter un nouveau type d'expérience de la littérature, et des littératures, ou même du documentaire, hein, parce qu'on pourrait l'augmenter de manière quasi infinie. Et puis, juste pour revenir sur les supports,
la première bascule numérique la plus flagrante et la plus violente, ça a été celle de la musique. Et on voit aujourd'hui un vrai revival du vinyle. Un véritable... Vous avez vu peut-être le dernier... C'est devenu un objet de collection. C'est devenu un objet de collection et un objet de désir de consommation actuel. Le dernier Taylor Swift a été pressé en vinyle, 9 versions différentes. Immédiatement, certaines étaient en rupture, les prix ont explosé, etc. C'est du merchandising, c'est du marketing, mais elle a pressé du vinyle. Et plus ça va, plus on represse du vinyle, parce que les gens reviennent à cette expérience analogique. Alors, est-ce que c'est temporaire? Non, c'est quelque chose qui est venu graduellement. Et le livre, lui, n'a pas connu la disparition et la réapparition. Il s'est maintenu, le livre papier. Et on verra ce qu'il en sera à l'avenir. Mais comme quoi, on ne peut pas préjuger, parce que c'est tellement plus simple, évidemment, la musique numérique. Là aussi, on a accès à tout. On a des lecteurs qui sont ultra portables, avec des super sons, etc. Pour jouer ta galette, il faut que tu sois chez toi, avec ta sono, etc. Et bien c'est là que c'est intéressant et que c'est important. C'est que c'est ta galette, c'est ta sono, c'est ton salon. Tu entends le petit quand tu mets le... quelque chose que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais je recommande. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des voix de synthèse, mais il y a aussi une industrie autour du livre audio, où il y a carrément des acteurs, par exemple Andy Serkis, dernièrement a fait une lecture de Lord of the Rings. Andy Serkis, c'est celui qui fait Gollum dans la version originale. Quoi? Oui, le Seigneur des Anneaux, pardon. J'ai dit Lord of the Rings parce que c'est la version qui est lue en anglais, tu vois. Et du coup, il y a une industrie aussi autour de ça, avec des acteurs qui, au final, jouent différents personnages et tout ça. Le livre audio, c'est actuellement le secteur qui se développe le plus vite. Alors, bon, quand un secteur démarre, la croissance est toujours à 2 chiffres par définition, mais c'est quand même extrêmement impressionnant. Et effectivement, c'est pas dans la très très grande majorité des cas, encore jusqu'à maintenant, ce sont des voix humaines. Et il y a tout un savoir-faire d'enregistrement, de production de livres audio. Moi, j'étais très ami avec la personne qui s'occupait du livre audio dans le groupe où je travaillais, qui avait vraiment démarré l'activité. Il y avait une équipe formidable pour choisir les comédiens, pour les accompagner dans la lecture, pour vraiment produire vraiment des beaux objets auditifs. Et actuellement, la question de l'intelligence artificielle se pose, mais de façon... c'est pas du tout évident. Pour l'équipe, par exemple, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de lâcher tout ce savoir-faire. Ils n'ont pas envie de lâcher leurs comédiens. Alors, il est très probable, ce qui se dit beaucoup, c'est qu'il va y avoir de livres audio à 2 vitesses, selon comment dire, le potentiel commercial des livres. Certains pourront bénéficier d'une voix humaine et d'autres qui n'auraient pas eu de version audio. On ne fait pas des versions audio pour tous les livres, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup plus cher que de faire une version numérique. Version numérique, une fois qu'on a fabriqué sa chaîne de production, ça ne coûte pas très cher. Mais un livre audio, c'est des heures d'enregistrement, c'est tout un truc. Alors, ça pourrait permettre d'avoir des versions audio pour plus d'auteurs. Et ça va être souvent ça l'équation avec l'IA. Ça va peut-être permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Et, par exemple, de faire du marketing plus sophistiqué pour plus d'auteurs. Parce que c'est pareil, beaucoup d'efforts marketing, c'est très difficile de les faire sur tous les auteurs d'un catalogue, parce que ça coûte aussi extrêmement cher. Et de façon contre-intuitive, on fait plus d'efforts marketing pour un auteur qui se vend déjà bien, parce que les efforts vont rapporter plus sur un auteur qui se vend déjà bien que pour un premier livre. C'est le commerce et les entreprises, c'est comme ça. Avec l'IA, il commence à y avoir des techniques qui permettent de produire du matériel de marketing, de l'accompagnement sur les réseaux sociaux, avec beaucoup plus de vitesse, de fluidité, qui permettent peut-être de pousser, de donner de la visibilité à un plus grand nombre de livres. Donc ça, c'est des choses auxquelles aussi il faut penser quand on parle de l'IA. Moi, ça m'inspire au moins deux, trois remarques. La première, pour que tout le monde ait des idées de beaucoup plus cher, qu'est-ce que c'est, pour faire un e-book à partir d'un fichier PDF donc, qui a été préparé pour faire un livre papier, ça coûte, dans une entreprise qui sait des professionnels, entre 3 et 500 euros, en fonction du volume de livre. Un livre audio, c'est entre 8 et 9 000 euros. Donc,
C'est pas du tout la même. C'est pas le même budget. Même budget. Hein. Le livre audio, il reste vendu à 15 €. Donc comptez combien il faut en vendre, ne serait-ce que pour amortir le livre audio. Ce qui est justifié. Hein. Ce sont très souvent des gens qui ont des voix, ce sont des acteurs. Il y a de la réalisation, beaucoup. C'est pas juste quelqu'un qui te met devant un micro qui lit un bouquin. C'est travaillé. C'est justifié, mais derrière, voilà, il faut aussi l'amortir. Et c'est une problématique de l'édition globalement. Deuxième réflexion, et qui n'est pas inintéressante sur ces espèces de livres audio à 2 vitesses, c'est peut-être ce à quoi globalement le marché de l'édition tend, avec d'un côté des éditeurs qui vont continuer à mettre des moyens sur du travail, sur de la traduction, sur un artiste pour faire la couverture, sur tout ce qu'on fait nous aujourd'hui, et à côté des livres de deuxième, peut-être de première zone, pourquoi pas, mais qui seront faits en IA, peut-être même écrits en IA ou traduits en IA, et dont ce sera illustré en IA, et dont le pitch aura été fait par l'IA, et qui coûteront rien, puisque l'abonnement ChatGPT, tu l'as. Je le disais ce matin, Amazon qui fait du compte d'auteur en faisant croire qu'on est un auteur, ils ont, l'an dernier, je crois, limité le dépôt à 10 livres par personne par jour. C'est-à-dire que là, on a des auteurs qui sont des cakes. J'en connais pas un seul qui fait le livre en une journée. Hein. Donc, ça fait peur aussi. Mais peut-être que ça fera, et c'est déjà un petit peu le cas à mon avis, des livres, c'est une autre chose, quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis pas trop inquiet. Et que je pense qu'il faut, et même de plus en plus, et nous, c'est une tendance qu'on a pris ces dernières années, de faire encore des livres plus beaux, plus agréables au toucher, sur lesquels on met encore plus de moyens. On prend des beaux papiers, parce que c'est peut-être ce qui sauvera nos métiers, enfin en tout cas on l'espère. Peut-être qu'on s'est complètement planté et qu'on mourra très vite. Mais voilà. Et puis il y avait un troisième point, mais il m'échappe en même temps que mes digressions. Si j'y pense tout à l'heure, j'y reviendrai. Tu avais parlé de... Non, le marketing, moi je suis embêté avec ça. Oui, c'est ça, c'est sur le marketing. Je pense qu'aujourd'hui, le monde du livre, au moins dans sa partie marché, mais également lecteur, souffre d'une hyperproduction. Ça, c'est quelque chose qui est dramatique pour le livre parce qu'il y en a beaucoup trop. Parce que tout le monde devient auteur et c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il en faut pour tout le monde, mais là, on a un vrai problème. Et ce qui me fait peur dans cette facilité à marketer, c'est qu'en fait, on vient enfoncer ce clou qui est un clou, une épine qu'on a dans le pied, encore plus fort. C'est-à-dire que non seulement il y a toujours trop de livres, et en plus, ils seront bien promus. Alors là, ça va être compliqué pour le lecteur, quoi. Et parce que, évidemment, quand les nouvelles technologies vont s'emparer de la promotion d'un livre, ils vont faire en sorte que ce soit vendeur, quoi. Donc ça, c'est une autre réflexion que j'avais sur peut-être qu'il vaut mieux produire moins, prendre un peu plus de temps, faire les choses mieux, mais ça, c'est ma vision à moi, mais elle n'est peut-être pas partagée, et puis peut-être que l'IA va me mettre une grande paire de baffes, et puis on n'en parle plus. Je pense que ça plaide pour continuer à produire du livre papier, parce que la submersion, au risque de nous engager sur des termes un petit peu politisés, donc cette submersion, elle est quand même numérique, avant tout. C'est-à-dire que tous les livres dont tu parles, qui sont produits à compte d'auteur et qui sont des livres numériques, ne sont pas forcément imprimés. On pourra se poser la question avec l'impression à la demande, voilà, mais l'impression à la demande a ses limites. Si on est sur une politique éditoriale comme la tienne, de construire et de produire des beaux livres, on sait que là, on a un catalogue et que ça, c'est validé et on n'aura pas l'équivalent de toute cette marée numérique sur les étals. Voilà, je pense que ça plaide vraiment pour la continuation d'un travail comme celui que tu fais et que les éditeurs de Tahiti font, par exemple. L'immersion, elle fonctionne aussi en papier. Enfin, Marin, qui est en librairie quasiment tout le temps, moi, je plains les libraires. Quand tu vois arriver les nouveautés, je vous rappelle qu'on est à
pour plus de 60 000 nouveautés en France, 60 000 par an, ça fait beaucoup à lire quand même. Rentrée littéraire, moi je vois des éditeurs qui mettent 12 titres à la rentrée littéraire. Et il y a au moins 50 éditeurs qui font ça. Quel libraire peut lire les 600 livres etc. etc. Il y a, comment il s'appelle, ce jeune Calédonien qui avait écrit Sable chez Actes Sud, Christophe, il y a 3-4 ans. Là. Son nom m'échappe. Mais il était fier comme s'il avait eu un bar tabac parce qu'il est en rentrée littéraire chez Actes Sud. Ce qui est magique. De la Nouvelle-Calédonie, c'était une star. Sauf qu'il se trouve au même moment, moi je faisais une tournée avec Becky Manawatu, merveilleux Bones Bay, et donc on a fait pas mal de librairies en France pendant la tournée, et il n'y avait pas un seul libraire qui avait son livre. Parce qu'au même moment, chez Actes Sud, en rentrée littéraire, il y avait Laurent Godet, il y avait Muriel Barbery, et que les libraires me disaient, j'en ai pris 5. 5 sur 12, c'est-à-dire que 5 sur 12, c'est 7 qui meurent. Et la réalité, c'est que moi je connais les ventes de 100 livres, c'est une catastrophe. Et donc, l'hyperproduction dont on parlait, elle n'est pas que numérique. Numérique, on est dans autre chose. Là, c'est les Amazon qui te sortent du Kindle. Mais c'est intéressant peut-être que vous avez des avis, peut-être que des gens peuvent même avoir un avis contraire. Mais l'hyperproduction, elle touche aussi le monde du livre papier. Oui, puis je pense qu'à chaque année, dans les vœux du président du SNE, on entend il va falloir baisser le nombre de titres, il va falloir être vertueux. Et après, dans les discours, dans les différents groupes de Nouvel An, tout le monde dit cette année, c'est promis, on publie moins. Et j'ai entendu ça tout le temps où j'ai travaillé dans l'édition. Et juste, ça ne se produit pas, quoi, cette baisse. Alors, il y a eu un petit peu de baisse sur les nouveautés de la rentrée, mais c'est vraiment... Je suis tout à fait d'accord qu'on est encore dans une espèce de course en avant. Après, tous les livres ne sont pas tous lus par les mêmes lecteurs et quelque part aussi, c'est bien d'avoir de la diversité, d'avoir une production importante et aussi d'être très vigilant sur ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire toute l'information qu'on fournit aux libraires et qui vont les aider, s'ils sont en numérique, à les ranger correctement sur le serveur au bon endroit et s'ils ont une librairie physique, à les mettre dans le bon rayon. Et ça, c'est pas du tout trivial parce qu'en fait, c'est la manière dont on renseigne ces thèmes, ces sous-thèmes, tout ce qui permet tous les mots-clés, tout ce qui permet de qualifier un livre, en fait, de se faire une idée du livre sans le lire. C'est très important parce que c'est ça qui va permettre de porter le livre sous les yeux des lecteurs que ce livre va intéresser. Et tous les livres ne sont pas censés intéresser tous les lecteurs. Bien sûr, les grands succès intéressent énormément de gens, mais beaucoup de livres intéressent des niches. Et c'est aussi formidable de continuer à pouvoir écrire des livres qui s'adressent à un petit nombre de gens. Ce qu'il faut, c'est les trouver, ces gens. Et ça, c'est là où les métadonnées sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent à quelqu'un qui cherche un livre, d'abord un libraire qui reçoit un livre, de savoir où le mettre dans sa librairie, de savoir quoi répondre à la personne qui vient l'interroger, et au lecteur qui cherche un livre, de savoir où aller le chercher et le trouver. Et ça paraît trivial, mais c'est absolument fondamental. Et même dans les grands groupes et tout, c'est quelque chose, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. On faisait remplir les métadonnées par le dernier stagiaire arrivé en se disant, voilà, faut le faire, c'est embêtant et tout. En fait, non, c'est extrêmement important. Voilà. Tu vas pas me contredire, je sais. Je t'ai pas contredit. C'est bien quand tout le monde est d'accord. Moi, juste si. C'est peut-être dangereux de confier cette tâche à l'IA, alors. On en revient. L'IA est très, très, très bonne à cet exercice. Elle est très bonne parce qu'elle peut aussi mesurer l'effet des changements. Enfin, ça, c'est un des premiers usages de l'IA que j'ai vu dans le groupe dans lequel je travaillais. C'était les équipes qui s'occupaient de ça. Et ils ont testé beaucoup de choses avec l'IA. Et c'est vraiment un des domaines où elle est performante. Et puis, pour le coup, là, l'IA remplace un boulot parfaitement ennuyeux, qui est très important et qui est quand même remplir des bases de données en disant ce livre est dans la catégorie truc, c'est un travail très, très, très embêtant. Et l'IA vraiment le fait bien. Et vite. Exit les bibliothécaires. Ça c'est fait. Enfin.
Non, mais je suis d'accord que les métadonnées, la production de métadonnées à partir de l'IA, c'est super efficace. C'est un grand bienfait pour les bibliothécaires qui auront moins à s'ennuyer à faire justement ces tâches. Et pourrait se concentrer sur d'autres tâches moins ennuyeuses. C'est ça, y compris. Bah oui, bah voilà. On pourra avoir juste des digests de chaque livre. Non, mais par contre, l'analyse d'infos, on en parlera demain, et ça permettra une médiation bien plus fine, et bien sûr l'analyse du lectorat, etc. Mais je voulais appuyer là-dessus aussi. Je suis d'accord, la métadonnée par l'IA, c'est une opportunité à ne pas rater, pour que l'acheteur ou le consommateur ou le lecteur, quel que soit le nom qu'on lui donne, puisse aller vers la chose la plus pertinente pour lui. Voilà. Donc ça c'est avec les dérives qu'on peut imaginer. Bah surtout que c'est un vrai casse-tête. J'ai ma femme qui a été documentaliste pendant un bon moment, de trouver le genre d'un livre, dans certains cas, c'est juste une tâche titanesque, quoi. Tu es obligé de peser le pour et le contre. Est-ce qu'il est plus dans ce pourcentage-là ou plus dans celui-là? Oui, puis il y a des stratégies. Par exemple, le choix d'un mot-clé ou d'un genre influe énormément par exemple, si le livre est vendu sur Amazon, bah, il vaut mieux le mettre dans telle catégorie où il a plus de chances d'être dans les 10 premiers que dans telle autre où il va être noyé sous les autres titres. Donc en fait, c'est aussi des stratégies commerciales. Alors moi, c'est pas mon métier, mais j'ai entendu 1000 fois des éditeurs se poser ce genre de questions pour arriver à pousser leur livre de la manière la plus efficace possible sur les plateformes. Bien sûr, parce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on parle du créatif et tout, mais le but, c'est qu'ils s'achètent ces livres, qu'on les vende. Ça reste un produit qui se vend et qu'on veut vendre et qui doit être sexy de ce côté-là aussi. L'IA, est-ce que ça ne vous donne pas un travail supplémentaire par rapport au, justement, tu disais, il y a beaucoup de gens qui écrivent, tout le monde veut écrire maintenant, mais du coup, il y en a aussi qui utilisent l'IA pour se soutenir dans leur processus de création. Est-ce que c'est pas un devoir supplémentaire de devoir vérifier que l'œuvre, est-ce que c'est l'IA aussi qui va vérifier que l'œuvre a été écrite par une IA, du coup? On va tomber dans une mise en abîme. Peut-être laisser parler l'éditeur sur cette question. Je pense qu'il sera plus pertinent que moi, mais il y a des logiciels qui détectent savoir si c'est généré par l'IA. Après, on reste dans le même cycle. Tout dépend des éditeurs. Je prends mon cas parce que je le connais bien. Nous, on est hyper dur. On prend quasiment aucun manuscrit. Et ce qu'on prend, on est sûr qu'ils ne sont pas générés par l'IA. Après, pour ceux qui font du tout venant, qui veulent publier, c'est peut-être un autre problème. Mais il y a des logiciels qui font ça. Par contre, et c'est peut-être une autre partie de ta question, ça va générer plus de boulot parce que je pense qu'on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de trouver ce en quoi l'IA va nous aider, va nous rendre plus performants, et donc forcément, il va falloir qu'on se forme. Donc là, c'est effectivement, ça va peut-être être même un nouveau métier. Ouais, je suis pas éditeur, mais j'ai tendance à penser que ça va pas changer grand-chose dans le rôle de l'éditeur. L'éditeur, il va recevoir un manuscrit et il va le lire avec son œil d'éditeur et se faire un avis avec son œil d'éditeur. J'aurais envie de dire que je ne crois pas du tout au livre écrit par l'IA. Enfin, ça, c'est un espèce de fantasme journalistique. Ça existe pas. D'abord, l'IA, elle fait rien, mais rien, s'il n'y a pas un être humain qui s'en sert. L'IA, tout à coup, il n'y a pas des IA qui se réveillent le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais écrire un livre. » Ça n'existe pas, ça. Il faut les prompts, quoi. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'IA, elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Et si un auteur utilise l'IA, et si c'est un vrai auteur, mais qu'importe. De toute façon, avant d'utiliser l'IA, l'auteur en question, il utilisait Google, il utilisait déjà de l'IA, ne serait-ce que dans son logiciel de traitement de texte. Donc, ce n'est pas tellement un problème. Et cette espèce de fantasme de l'auteur qui n'aurait pas envie d'écrire, s'il n'a pas envie d'écrire, il ne faut pas qu'il fasse auteur, il faut qu'il fasse autre chose. Et qui ferait écrire l'IA à sa place pour aller à la plage pendant que l'IA travaille, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que dans l'écriture, il y a un désir, et l'IA n'a pas de désir. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est complètement un faux problème. Ce côté, tout le monde va pouvoir écrire. Tant mieux si tout le monde peut écrire. Et puis, par contre, si les gens ont envie d'écrire, mais pas d'écrire, ils veulent quoi? S'ils veulent faire écrire quelque chose à leur place, ils s'enlèvent tout le plaisir, quoi. Et s'ils n'ont pas de plaisir à écrire. Tu vois, il y a quelque chose qui est un peu circulaire, quoi. Après, si ça peut
aider des gens qui ont des difficultés de rédaction ou d'orthographe, ce qui est fréquent, à mieux écrire, ça peut poser des questions. Mais bon, on peut aussi imaginer des objets nouveaux, des façons de faire nouvelles. On a bien accepté que des gens qui n'étaient pas instrumentistes fassent de la musique avec de l'électronique. Ça dérange personne. Et ça permet à des gens qui ont de la créativité en eux de l'exprimer autrement qu'avec l'habileté instrumentale. Bah, des fois, je me dis peut-être qu'avec l'IA, des gens qui ont des choses à dire, qui ont des idées claires, mais qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit, vont pouvoir produire des textes, mais pas en appuyant sur un bouton, en itération avec la machine, en discutant avec elle, et jusqu'à ce qu'ils entendent le bon texte, comme on cherche le bon son quand on est un DJ qui s'y connaît, quoi. Donc voilà, mais ça c'est un peu mon côté geek. Voilà, j'aime bien lancer ça un peu comme en mode provocation, mais on peut imaginer pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas des gens qui sont loin de l'écriture puissent se rapprocher de l'écriture à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec une tromperie, ça a à voir avec des changements un peu de paradigme en ce qui concerne le droit d'écrire un livre. Surtout que c'est pas parce que tu n'écris pas bien que tu n'as rien à raconter. Du coup. Donc, en final, on rentre dans un tamis où on peut avoir les questions du public. Est-ce que vous avez des questions où on peut continuer notre réflexion? Il y a une question là-bas. Attendez. Non, j'y vais. Bonjour, merci pour cette conférence qui est admirable. En tout point de vue, il y a beaucoup de questions. Juste une chose, parce que là je vois qu'en effet il y a des éditeurs, puis il y a des gens qui sont dans d'autres domaines, mais les éditeurs aujourd'hui me font penser un petit peu au domaine de la restauration. Je fais une analogie. Vous avez des grands restaurants avec des chefs à l'intérieur, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut conserver ça. Mais on a aussi ce qui est arrivé par la suite, McDonald's. Donc ça, l'IA va générer du McDonald's, c'est-à-dire de la fast-food, de lecture, voire même du resto du cœur, puisqu'on va pouvoir produire n'importe quoi et accessible à des gens à qui ça convient. Parce qu'en effet, là, tout ce dont on parle, c'est-à-dire que c'est le contenu de la lecture, qu'est-ce qu'il apporte à l'individu. C'est-à-dire que moi, je lis un livre, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. J'écoute une musique, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. On sait qu'il y a de la manipulation dans l'écriture ou dans la musique, c'est-à-dire on travaille sur les émotions, sur les choses comme ça. Donc l'IA est très forte pour ça, pour générer ce qu'on veut et pour toutes les émotions. Donc en effet, on peut parler de la problématique de l'IA ou même de la diffusion, c'est-à-dire de l'édition et de la diffusion du contenu. Mais c'est une révolution, c'est comme un tsunami, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Après, tout le monde prendra ce qu'il a à prendre dans tous ces contenus qui vont être créés. Et pour revenir juste sur le e-book, une chose aussi, c'est que quand on est un peu vieux, comme moi, on a du mal à lire le papier la nuit en tout petit. Donc l'e-book, pour ça, c'est admirable. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Bon, en tant que médium, c'est bien, mais quand il avait parlé ce matin sur l'IA, il n'est pas trop pour. Je pensais à un truc comique pour lutter contre l'IA. Il faut retourner dans l'oralité. Bon, autre chose, en Amérique, avec ChatGPT, il y a un jeune qui s'est suicidé. En demandant à ChatGPT quel est le meilleur des suicides. Donc, il a dit la pendaison, il s'est pendu. Et les parents ont attaqué l'IA. Pour ça, c'est comme des faits divers. Hein. Enfin, je ne suis pas trop pour l'IA, mais c'est un bon moyen. Est-ce qu'il y a encore une question ? Non ? Juste si tu permets, je vais rebondir sur ce que je disais. Parce qu'en fait, quand on parle de changer de paradigme, c'est pas forcément... on peut vraiment changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on peut avoir du self-service. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'amuse avec un logiciel de musique. C'est pas du tout pour les publier. C'est pour mon usage et l'usage de mes amis. Et c'est souvent des gimmicks, etc. Mais finalement, ça donne des résultats intéressants. Je peux même créer toute ma playlist pour une fête sur le thème de la fête.
Et là, on arrive à une sorte de truc utilitaire ou d'autosatisfaction. On pourrait demander justement à l'IA, tiens, fais-moi une nouvelle sur le sujet d'un vieux bibliothécaire qui se remet en question en parcourant les salons du Pacifique, par exemple. Et puis le lire et pleurer sur son sort, puisqu'il meurt à la fin, évidemment. Non, mais ça devient possible, et c'est des nouveaux usages qui peuvent tout à fait devenir des réalités. Je pense qu'on ne passera pas à côté, ça va forcément arriver. Une sorte c'est le triomphe de l'autofiction autoconsommée, quoi, en fait. Il y a encore... juste sur l'histoire du jeune homme qui s'est suicidé, c'est vrai qu'il y a un usage de l'IA dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui se développe beaucoup. Comme c'est un outil qui permet de dialoguer, en fait, de plus en plus de personnes, de tous les âges d'ailleurs, beaucoup de jeunes, se servent de ChatGPT ou d'un autre chatbot IA comme confident. Donc, leur confie, se servent de cet outil pour se confier leurs soucis, leurs angoisses, leurs craintes. Et en fait, c'est tellement... Ça marche bien. Hein. Si ça ne marchait pas bien, il n'y aurait pas de soucis, personne ne serait inquiet. Et ça marche très bien. Donc, il y a des réponses. Et en fait, il y a des addictions. Il y a des jeunes gens qui tombent amoureux Il y a un site qui s'appelle Character AI, Caractère, en fait, où en fait, on peut créer une personnalité, on peut créer une espèce d'avatar et discuter avec. Et les gens tombent amoureux. Les gens développent des sentiments très forts pour ces IA. Et en même temps, quand on leur demande pourquoi, ils disent ils ne se fatiguent jamais. C'est une séance de psy, ça a une fin. La séance avec ChatGPT, elle n'a pas de fin. On peut le faire tant qu'on veut. Il ne vous interrompt jamais. Et donc, il y a une espèce aussi de désapprentissage de ce que c'est qu'une interaction avec une personne vivante qui va pouvoir vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. L'IA, elle va toujours vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Alors, cette histoire horrible de si le gamin il a envie d'entendre la solution pour se suicider, l'IA lui donne, quoi. Enfin, c'est vraiment une histoire épouvantable. Mais même sans aller jusque-là, ça produit des espèces de moments bizarres, mais qui se développent. Et c'est vraiment assez réel. Il y a aussi des usages très ludiques et assez légers de ces objets-là. Hein, des univers aussi, de jeux vidéo, de décliner. Il y a plein de pratiques qui passent sous nos radars d'adultes, mais quand on essaye de se rapprocher un peu du monde des ados ou des très jeunes, ou de la génération Z, ils ont des pratiques... Il faut les écouter, il faut s'approcher, il faut les espionner, il faut leur poser plein de questions, parce qu'ils font des trucs parfois complètement dingues, quoi, et qui rendent nos discours, si on est trop loin de ces pratiques, totalement à côté de la plaque, parce qu'on leur parle de choses, mais moi, ça fait 3 ans que je le fais, voilà, ils vous disent quelque chose comme ça. Donc, c'est aussi une vigilance qu'on doit avoir pour prévenir les drames, pour être au courant des pratiques des ados, et puis pour rester pertinent en tant qu'adulte et que les gosses, ils n'aient pas 15 longueurs d'avance sur nous dans les usages numériques. Pour revenir sur le livre, tout à l'heure, tu disais, Virginie, que quelqu'un qui a des idées mais qui ne sait pas écrire pourrait, grâce à l'IA, écrire, en tout cas avoir bénéficié d'une aide pour écrire un livre. Mais pour moi, le livre, c'est aussi le travail sur la langue. Et du coup, ma question est liée à ça, c'est... une langue, c'est quelque chose qui est en évolution permanente, précisément parce qu'il y a des gens qui la font évoluer en écrivant, en la réinventant, en la requestionnant de manière permanente. Est-ce que du coup, l'IA va participer de ça, pourrait participer de ça, et donc serait un acteur finalement de l'évolution de la langue, ou absolument pas, parce qu'il va falloir qu'il y ait une demande, il va falloir qu'il y ait des questions, des interrogations, des itérations précises pour qu'elle évolue dans ce sens-là. C'est une question super difficile. L'IA, elle se nourrit de la langue des humains. Elle n'invente aucune langue. Elle n'est que probabilité. Mais elle fait des probabilités avec une échelle, avec une quantité tellement astronomique qu'il y a une espèce de saut qualitatif qui vient du quantitatif. Et c'est ça qu'on ne voit pas toujours. C'est-à-dire, si on manipule des centaines ou des milliers de données, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand on manipule des milliards de données, très bizarrement, il y a un moment où on a l'impression que le sens émerge de la quantité. Et c'est pour ça que parfois l'IA a des réponses d'une pertinence,
Par exemple, si je lisais un article tout à l'heure américain sur un professeur d'université très pointu d'humanité et qui travaille avec l'IA, qui fait travailler ses étudiants avec l'IA. Et en fait, quand on commence à discuter philosophie avec l'IA en la nourrissant avec des textes hyper complexes et tout, et il expliquait la stupéfaction de ses étudiants et sa propre stupéfaction en voyant les performances philosophiques, enfin de produire des textes qui avaient complètement du sens, qui étaient très fins, de créer des relations entre tel concept de Kant avec tel autre, de Saint-Augustin, enfin des trucs complètement incroyables. Et sa conclusion était marrante parce qu'il disait, en fait, ça pourrait être inquiétant, mais quelque part, ça finit par nous renvoyer à notre humanité dans ce qu'elle a de plus sensible, fragile, unique. Et il disait qu'au final, on sortait grandi et rassuré sur sa propre humanité. C'est-à-dire que le fait que l'IA soit performante sur le plan de la manipulation des idées provoquait pas l'écroulement ou l'inquiétude chez ses étudiants et chez lui, mais plutôt un sentiment d'humanité très fort, très puissant. Il y a quelque chose de très industriel là-dedans. La création, c'est aussi beaucoup de l'accident, c'est beaucoup de l'artisanat. C'est d'une connaissance limitée. Quelqu'un qui crée, il le fait de manière limitée par son cerveau, sa capacité à lire, à collecter des données. Du coup, ça change complètement ça change complètement ça. Cette notion d'accident, la création comme accident. Il y a beaucoup mais tu as tout à fait raison. Mais l'espèce de rêve un peu éveillé que je fais on va pouvoir écrire sans savoir écrire, ça ne veut pas dire que les gens qui savent écrire vont arrêter de le faire. Enfin, tu vois, c'est comme il y a de la place pour plein de styles en musique, pour plein de façons d'aborder la création de sons avec des instruments électroniques, avec des instruments baroques, avec des instruments anciens. Pourquoi est-ce que, tu vois, chaque fois que tu es dans un style dans un monde musical, tu n'es pas obligé d'assassiner les autres. Tu vois, pour moi, il y a un peu de la place, quoi. Il y a de la place pour la création, il y a de la place pour plein de types de créateurs. Certains vont faire avancer la langue, vont accueillir les accidents, vont accueillir la poésie, la sensibilité. D'autres pas, ils vont accueillir d'autres choses, ils vont faire autre chose. On n'est pas toujours dans ceci menace cela, quoi. Moi, je pense qu'il y a de la place. Et en fait, de toute façon, les machines vont prendre de la place dans nos vies. Et je pense que si on leur fait une place, on sera plus en mesure de leur faire la bonne place que si on s'arc-boute sur une espèce de spécificité de « Ah non, jamais, jamais ». En fait, à chaque fois qu'on dit « jamais » à propos de la techno, 5 ans après, on se dit « Ah ouais, ben non, ben finalement, oui ». Voilà, donc peut-être qu'on peut essayer de changer un peu de regard sur tout ça. Je sais pas ce que tu... On a eu une grande discussion sur la création parce que je pense qu'en fait, souvent la plupart des gens ont une vision assez superficielle de l'IA, comme si c'était un logiciel à qui on donne une commande et qui l'exécute. Mais ça peut aller bien au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on parle de la réalité actuelle de l'IA, c'est-à-dire que à peu près tout peut être émulé ou simulé, on peut obtenir des résultats qui seraient extrêmement difficiles à obtenir nous en tant qu'humains. Effectivement, alors ce sera la différenciation, mais ça peut donner des expérimentations extrêmement intéressantes. Que ce soit dans la littérature, on pourrait non pas lui demander d'écrire un livre, mais d'émuler l'écrivain lui-même, avec son histoire, avec ses blessures, avec sa psychologie, avec son environnement, avec son époque, avec son... voilà. Et d'émuler, par exemple, puisqu'il a accès à toutes les informations historiques, etc., de dire, de faire écrire, par exemple, un personnage du XVIIIe siècle n'importe où dans le monde, en fonction de tout ce contexte. Ça c'est le genre de choses qu'on peut pousser l'IA à faire, en créant assez d'agents, de sous-agents de production pour voir ce qu'elle pourrait donner en termes de création. Parce que là, tu aurais la langue, parce qu'elle analyserait la langue de l'époque, elle peut écrire dans la langue du pays, etc. Les accidents peuvent être émulés et peuvent être simulés. L'imperfection est simulée dans la musique qu'elle produit. Parce qu'au début, c'est trop droit, c'est trop parfait. Mais ça fait bien longtemps que les émulateurs d'amplificateurs, etc., ont reproduit les imperfections du matériel et les imperfections humaines, les micro-décalages rythmiques, etc.,
il serait idiot de penser que l'IA ne peut pas le faire. Elle peut évidemment le faire. Elle sera spécialiste là-dedans. Donc, ces niveaux de profondeur, on peut les multiplier et on peut multiplier les expériences à l'infini. Et peut-être on aura-t-on des surprises, et peut-être pas. Peut-être que ça, effectivement, ça finira par être boring et répétitif. Mais j'en suis pas sûr, parce que l'infini des possibles, dans la temporalité aussi, c'est-à-dire, comme je disais, ça peut se transformer. On peut lui faire parler du futur, on peut lui faire parler du passé, et on peut, placer l'écrivain généré dans un contexte différent à chaque fois. On peut créer ce fameux vampire qui traverse les âges avec beaucoup plus de réalisme et son évolution psychologique. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, et j'espère qu'il y a des gens qui se prennent au jeu d'essayer d'aller à ce niveau de complexité, qui est d'ores et déjà accessible, qui n'était pas il y a un an, mais qu'il est aujourd'hui, avec la deuxième génération d'IA qui crée des sous-agents, etc. On peut quand même commencer à créer des choses extrêmement intéressantes, à mon sens. Et on ne remplace personne, mais on crée une autre approche de la création. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Je demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, à nos 3 intervenants, Virginie, Christophe et Christian, qui étaient là pour la causerie La Révolution numérique.